On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine et pour cela, nous recevons deux journalistes. Bienvenue à vous, Neila Latrousse, vous êtes journaliste à Radio France. Bienvenue, Neila. Merci. Et à vos côtés, Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez notamment au groupe de presse. La Région. La Région, ouais. Désolé, j'ai fait allemand LV1, vous le savez. Merci Nadia. La prononciation. Merci Nadia. Et Nadia, gardez la parole justement, puisqu'on va attaquer donc avec notre premier dossier de la semaine. Ce premier dossier, ce sont ces inquiétudes croissantes et ces revendications autour du thème du pouvoir d'achat qui ont d'ailleurs poussé le gouvernement à réagir. Oui, cette semaine, c'était mercredi. Le Premier ministre a présenté son plan de résilience, c'est son nom, pour accompagner les entreprises et les particuliers face à cette flambée des prix spectaculaire donc, sur l'énergie et sur les matières premières. C'est un dispositif de 7 milliards d'euros pour répondre, je cite, à une crise qui va s'installer. C'était les mots de Jean Castex. Neila Latrousse, est-ce que ça peut permettre d'amortir le choc et également d'éteindre la colère qui animait quelques manifestations qui ont eu lieu cette semaine en France? On voit bien que c'est en tout cas le principal problème du moment, la question du pouvoir d'achat qui en fait est directement liée à la question de l'inflation. On a créé beaucoup de monnaie au moment de la crise, on a fait de la création monétaire, on a imprimé pour soutenir la croissance et à un moment, quand on imprime beaucoup d'argent, ça se traduit par de l'inflation. Si les salaires ne suivent pas, ça se traduit par un problème de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est deux choses. Un, d'abord, que la crise sanitaire durerait bien plus que cette première vague du printemps 2020 et que ensuite, ce qui prendrait le relais, c'est cette guerre en Ukraine qui fait aussi flamber un certain nombre de prix et qui tire vers le haut, notamment la question des prix de l'énergie. Juan José Dorado, ce qu'a dit aussi Jean Castex, le Premier ministre français, en présentant le plan, d'ailleurs, c'était que c'était un plan évolutif en quelque sorte et qu'il était susceptible d'en présenter d'autres selon l'évolution de la situation économique dans les semaines ou dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va et jusqu'où justement cet envol des prix peut aller. Effectivement, ça paraît compliqué effectivement de savoir où on va actuellement avec, comme vous disiez, cet envolée des prix. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Europe de toute façon, de façon générale. Alors la France a pris les devants avec la présentation de ce plan par le Premier ministre. Du côté espagnol, on essaye encore de trouver des solutions. Il n'y a pas de plan pour l'instant. L'Espagne est très dépendante du gaz pour son électricité. Alors l'Espagne est très dépendante du gaz, mais pas du gaz russe. Oui. Par contre, on est très dépendante du gaz algérien. Et vous savez que l'Algérie donc a fermé le gazoduc qui allait vers l'Espagne par le Maroc, suite aux différences entre les deux pays. Et donc l'Espagne, effectivement, a vu aussi cette flambée des prix. Donc l'Espagne, ce qu'elle essaye, avec d'autres pays, notamment le Portugal, d'ailleurs, il y a une tournée européenne qui est commencée depuis quelques jours par le président espagnol, c'est d'aller voir les différents présidents de l'Union européenne pour essayer de donner des solutions européennes conjointes à tous. Alors, Isabelle Autissier, est-ce que aussi cette guerre du gaz, ça nous oblige à aller vers davantage de transition énergétique, celle dont on parle depuis longtemps? Est-ce que finalement ça peut être un déclencheur? Non, mais c'est un peu une évidence, puisque en ce moment, bien sûr, je comprends qu'on distribue des subsides pour que les gens puissent quand même mettre de l'essence dans leur réservoir, etc. Mais le principe fondamental, c'est qu'il faut sortir de cette dépendance aux fossiles. Et tant qu'on en aura besoin, là, on se rend compte que c'est pas bien de l'acheter aux Russes. Mais un autre jour, on s'apercevra que c'est pas bien de l'acheter ailleurs. Et de toute façon, on n'a qu'une seule solution, à la fois pour le climat, mais à la fois pour les questions de pouvoir d'achat, c'est de diminuer nos consommations. Comment on fait là? Parce que là, il y a une urgence sociale avec le prix du carburant à plus de 2 euros, après 3 euros, etc. On le voit bien. Il y a d'ailleurs certains demandent un allègement des taxes. Comment faire justement? Non, mais il y a deux choses. Il y a évidemment ce qu'il faut faire tout de suite pour soulager les gens tout de suite. Mais si on ne fait pas en même temps, si on ne lance pas tout de suite la question des renouvelables, la question pour les gens, par exemple, pour les gens qui habitent loin, rien que de passer à une voiture électrique par rapport à une voiture qui consomme du gasoil, ça va être des aides pour ça. Il faut les aider pour ça. Il faut les aider pour ça. Donc voilà, c'est toute cette sur les questions alimentaires aussi, on pourrait en parler. Le fait d'arrêter avec ces élevages industriels, d'arrêter avec la surconsommation des engrais, des pesticides, qui sont des choses qu'on importe à grands frais. Ça peut nous donner une vraie autonomie. En tout cas, dans l'urgence, justement, ces attentes en termes de pouvoir d'achat qu'on évoquait, eh bien, ça suscite d'autres propositions pour essayer de venir en aide aux consommateurs. Oui, il y a des pistes qui sont évoquées, parmi lesquelles la baisse de la TVA sur l'énergie. C'est évoqué notamment par des candidats à la présidentielle, mais aussi par la CGT. On va écouter le secrétaire général de la CGT, donc Philippe Martinez. Il suggère également une solution pour compenser, pour financer cette mesure. C'était jeudi sur RTL. On regarde. Pourquoi on ne baisse pas la TVA sur les carburants et l'énergie en général?
La TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Nous, on propose de baisser la TVA. Et puis, pour compenser cette perte de recettes, on pourrait réinstaurer l'impôt sur la fortune, par exemple, que les plus riches qui ont gagné beaucoup d'argent l'année dernière, eh bien, contribuent à l'effort national. Naïla Latrousse, ce qu'il dit en creux, c'est que certains, en effet, se sont enrichis, s'enrichissent. Encore aujourd'hui, on pense notamment aux pétroliers. Est-ce qu'il faut créer, comme il le dit, et comme le disent donc des candidats, un impôt spécial pour ces groupes-là? En tout cas, c'est prévu. C'est-à-dire que la Commission européenne, dans son pack d'aide aux États, elle va aussi, dans sa boîte à outils, proposer qu'effectivement, il puisse y avoir une surtaxe sur les groupes énergétiques qui profitent en ce moment, ou qui, en tout cas, ne jouent pas le jeu, ne réduisent pas leurs marges au niveau de leurs bénéfices. Alors, à ceci près que là où il y a peut-être une difficulté dont il faut avoir conscience, c'est qu'un certain nombre de ces groupes, en réalité, sont déjà en train de faire leur transition énergétique et sont en train d'essayer d'introduire dans leur mix un certain nombre de productions un peu plus durables. Et donc, ce qui va pousser à long terme aussi, ou en tout cas ce qui va maintenir les prix de l'énergie assez hauts, c'est que vous avez d'un côté, sur leur business de base, à savoir le pétrole et le gaz, une poussée inflationniste et des prix qui coûtent plus cher, et de l'autre, un besoin ou en tout cas une demande qui leur est faite d'investir aussi dans du développement durable. Donc en réalité, la pression sur les prix, elle va se faire des deux côtés, des investissements sur tout ce qui est production d'énergie verte et par ailleurs tout ce qui est énergie carbone et tous les prix d'aujourd'hui. Donc en gros, cette surtaxe, elle peut avoir aussi des effets pervers, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle peut ralentir aussi la transition de ces groupes-là. Juan José Dorado, quelle est la situation en Espagne aujourd'hui justement sur la question du pouvoir d'achat? Est-ce qu'il y a aussi ce type de revendication qui s'exprime? Je crois que l'inflation s'envole de façon assez spectaculaire en Espagne aussi. Plus de 7% le mois dernier, c'est ça? Tout à fait. Les prévisions, c'est à 7,6% d'inflation en Espagne, donc 3,5% plus haute qu'en France. Alors, on a exactement le même problème. Ceci dit, il y a quand même une petite différence. Bon, déjà, on aura des manifestations la semaine prochaine aussi par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au salaire, par rapport aux retraites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Espagne n'a pas pris des mesures pour l'instant, hormis il y a quelques 2 mois, elle a descendu la TVA sur l'essence. Avant même la guerre en Ukraine. Avant même la guerre en Ukraine, parce que les prix étaient déjà donc partis à la hausse. Donc, on a descendu la TVA à 10%. C'est la seule mesure qu'on a prise pour l'instant du côté des Espagnols. Mais les problèmes restent le même qu'en France, mais on veut que ça soit une solution européenne et pas pays par pays. Isabelle Autissier, baisser la TVA, baisser les taxes sur le carburant, c'est une mesure que le gouvernement refuse de prendre, notamment pour des raisons écologiques. C'est une mesure anti-écologique. Je ne sais pas si c'est une mesure anti-écologique, mais je comprends un petit peu le raisonnement qui est de dire, voilà, si le pétrole ou ce type d'énergie reste très très bon marché, c'est encourager les gens à continuer dans cette dépendance et c'est pas les aider à sortir. Mais pour les aider à sortir, il faut leur proposer autre chose. On ne peut pas juste leur dire c'est pas bien. Il faut investir massivement, par exemple, dans d'autres types de transports, les transports collectifs. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser les gens au milieu de la route. C'est ce qui s'est fait et on a eu les gilets jaunes. On est toujours dans cette problématique qu'on évoquait au début de la pandémie. On se souvient comment concilier fin du mois, urgence de fin du mois, et fin du monde, perspective à fin du monde. C'est ça l'enjeu. C'est toujours ça, c'est effectivement toujours ça l'enjeu. Avec, en particulier, on parle de la hausse de l'énergie, c'est-à-dire en gros, vous êtes dans votre voiture, vous allez remplir votre réservoir, ça vous coûte plus cher, mais les répercussions en réalité, c'est aussi sur le coût de l'alimentaire parce que les coûts de transport augmentent, c'est aussi sur, j'en sais rien moi, le coût de vos services, le plombier qui vient chez vous. Quand on parle d'alimentation, c'est le prix des céréales, notamment le blé, etc. Le prix des céréales, des blés, en fait, de tout ce qui est en Europe d'ailleurs, de tout ce qui est manufacturé, qui nécessite d'être transporté par camion, par bateau, où on a besoin en réalité de remplir une cuve aussi pour acheminer ces productions jusqu'à nous. Donc quand on parle du prix de l'essence, c'est pas simplement, faut pas imaginer le seul automobiliste qui se ferait plaisir en roulant avec sa voiture. Faut imaginer en fait toute l'économie qui est organisée autour de. On a en mémoire évidemment les gilets jaunes. On peut imaginer que ce contexte inflationniste, pas seulement sur le carburant, génère une vraie colère sociale, un vrai mécontentement social en France ou en Europe ou ailleurs ou en Espagne. Il va y avoir de la colère sociale forcément. Il va y avoir des manifestations, mais c'est vrai que la situation actuelle, politique actuelle en Europe, avec cette invasion de l'Ukraine, et rajoutée à la pandémie qui est toujours là, fait qu'effectivement,
il se peut que cette colère qu'on a vue reflétée dans les Gilets jaunes n'apparaîtra pas de la même façon en Europe, mais il y aura de la colère sociale. Un mot, je vois que vous voulez ajouter un mot, Nella. Oui, ce que je voulais dire, c'est que surtout que là où les prix augmentent le plus, c'est pour les populations les plus précaires, puisque en alimentation, ceux qui augmentent le plus en pourcentage, c'est ce qu'on appelle les produits de marques de distributeurs, donc vraiment les premiers prix, là où les entreprises ne font pas beaucoup de marge, et c'est ceux-là qui risquent en fait d'augmenter fortement. Alors. Donc effectivement, ça nous renvoie vers les Gilets jaunes. Et ça nous envoie maintenant vers notre temps fort. Notre temps fort en image de la semaine, vous allez voir, il nous emmène ce soir en Corse. Parce qu'après une dizaine de jours de violences consécutives à l'agression dont a été victime en prison Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, Gérald Darmanin est arrivé dans l'île pour essayer de ramener le calme. Le ministre de l'Intérieur a dégainé une promesse qui répond à une vieille revendication des nationalistes, l'autonomie de la Corse. Nous avons un très profond attachement au choix qui a été fait par 2 fois par les Corses dans des élections libres et démocratiques et disputées. Le président Simeone et le président Simeone, ils portent une autonomie qu'ils revendiquent depuis 2015. C'est cette autonomie-là démocratique que nous essayons de discuter. Alors avec cette annonce, le gouvernement cède-t-il dans l'urgence à la violence ou enclenche-t-il une vraie réforme, un vrai tournant historique, Nella Latrousse ? Il cède un petit peu à la violence, puisque la revendication sur l'autonomie avait déjà été promise par Emmanuel Macron en 2017, qui a déjà eu un certain nombre de textes reconnaissant les spécificités corses, que ce soit la langue, la fameuse proposition de loi sur les langues régionales. Le gouvernement s'était opposé à sa reconnaissance lors des débats parlementaires. Sur la fiscalité également. Sur la fiscalité, il y a eu la loi 3DS adoptée, mais là, tout récemment, la loi de décentralisation, où les députés autonomistes corses avaient introduit un certain nombre d'amendements en disant on veut un peu plus aller vers l'autonomie, pourquoi pas législative, pourquoi pas fiscale. Le gouvernement s'y était opposé aussi. Alors ça avait été voté quand même. C'est le contexte qui l'a fait bouger très clairement. Disons que l'exécutif qui n'est pas connu pour avoir une énorme indépendance à l'égard d'Emmanuel Macron, puisqu'on n'est pas en cohabitation et que c'est un exécutif qui est lié au président de la République, cet exécutif-là s'est opposé à toutes les reconnaissances de spécificité corse durant le quinquennat. Juan José Dorado, les autonomistes corses disent que la Corse est la seule île méditerranéenne, en tout cas, qui ne dispose pas d'une véritable autonomie au regard d'autres îles. Et en même temps, on a vu, et notamment en Espagne, que les revendications autonomistes en Catalogne, ensuite, n'ont pas freiné les revendications indépendantistes. Effectivement. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en Catalogne, depuis l'arrivée de la démocratie en Espagne, ça a toujours été un gouvernement régional autonomistes, voire indépendantistes. Donc ils ont eu besoin des 40 ans pour se rendre compte qu'une fois l'autonomie établie, il fallait demander l'indépendance. Moi, en 2017, avec d'autres journalistes français, je leur disais, attention, vous voyez où vous allez, parce que maintenant, il y a les autonomistes qui sont arrivés à l'Assemblée des Corses, ils ont été réélus avec une majorité. Donc après ça, forcément, il va y avoir une demande d'indépendance. Et c'est ce qu'on voit à l'instant. Et en même temps, ils ont gagné les élections à plusieurs reprises. Et donc, ils ont gagné au moins à 2 reprises les élections à l'Assemblée des Corses. Donc, effectivement, si vous regardez du côté de ce qui s'est passé en Catalogne, c'est à se poser la question si Emmanuel Macron, avec cette annonce d'autonomie plus ample pour la Corse, n'est pas en train de se tirer une balle dans les pieds, et notamment, justement, avant des élections, donc dans quelques semaines. Alors on va passer à un autre dossier d'actualité, Nadia, c'est la guerre qui continue évidemment en Ukraine, un conflit meurtrier, mais un conflit qui est aussi une guerre dans l'information, Nadia. Exactement, avec de part et d'autre, on le voit bien, des stratégies et des objectifs qui sont très différents, que ce soit dans la tonalité comme dans la forme. On a, pour résumer à grands traits, une Russie qui verrouille ses canaux médiatiques et son narratif surtout. Et puis de l'autre côté, l'Ukraine et son président Zelensky qui mobilisent tous les leviers possibles, notamment numériques, pour gagner la bataille de l'opinion. Naïla Latrousse, est-ce que c'est inédit, d'abord, qu'une guerre se joue à ce point sur la bataille du récit, la bataille de l'image, la bataille des réseaux numériques dont je viens de parler? Alors, des réseaux numériques, à ma connaissance, oui. Alors, sur la communication à proprement parler, toute chose égale par ailleurs, enfin, sur la Seconde Guerre mondiale, oui. Les nazis sous Hitler avaient compris qu'il fallait maîtriser la propagande. Ils avaient lancé une grande production de postes radio, de téléviseurs. Il y avait aussi ce récit qui expliquait aux Allemands à l'époque que s'ils n'avaient pas la radio précise qui était recommandée par le régime nazi, eh bien attention, dans ce cas-là, ça voulait dire qu'ils étaient des traîtres, etc. Donc la maîtrise de la communication, et encore une fois, je précise bien, il n'y a pas de parallèle à faire entre les deux, surtout avec ce qu'explique Vladimir Poutine sur les etc. C'est bien pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue historique, en tout cas, c'est pas nouveau que de vouloir maîtriser les canaux de communication. Ensuite,
l'usage qu'en fait Zelensky est assez remarquable parce qu'il a compris que ce n'était pas simplement un canal en réalité, que ça permettait aussi de transmettre un certain nombre de valeurs, le fait qu'il parle abondamment, qu'il ait fait le choix en fait, d'une transparence par rapport à une Russie qui est justement complètement enfermée sur elle-même et qui considère que l'opacité est une force. C'est lui qui parle directement. Il est extrêmement disponible aussi pour la presse. Lorsque la presse réclame des interviews, il n'est pas dans une communication de haut vers le bas, mais très ouvert effectivement à l'échange. Ça, c'est relativement inédit. Et là-dessus, effectivement, il y a une bascule, à mon sens, par rapport au sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a compris que les opinions publiques, c'était pas un delta dans une guerre, quoi. Mais en plus, Roland Dorado, on voit véritablement Zelensky. Il sait s'adresser. C'est-à-dire que, par exemple, quand il s'adresse au Bundestag, il parle du mur de Berlin. Quand il s'adresse aux Américains, il parle du 11 septembre de Pearl Harbor. Il va bientôt s'adresser, d'ailleurs, au Parlement français. Je ne sais pas quel exemple il va prendre. Mais ça veut dire qu'il est passé maître dans l'art de la communication, véritablement. C'est vrai que c'est déjà un homme de télé avant de devenir un homme de politique et qu'il connaît comment ça se passe. Et c'est vrai qu'il est dans une situation très particulière. Il sait que militairement, il est en grosse difficulté et qu'il doit quand même convaincre, pas uniquement que les gouvernements étrangers, il doit convaincre les populations européennes pour avoir justement cet appui des populations européennes. Donc là, il domine son sujet. Pour lui, c'est une arme essentielle parce que militairement, il est en difficulté. Mais insuffisante, ça ne suffit pas à convaincre, par exemple, l'OTAN d'ouvrir... Tout à fait. Il ne gagnera pas la guerre avec ça, mais il peut effectivement convaincre les populations européennes de pousser leur gouvernement à aider beaucoup plus l'Ukraine qu'elles ne le font actuellement. Et Isabelle Autissier, de l'autre côté, quelles peuvent être les conséquences des sanctions prises par les Occidentaux en général et les Européens en particulier, cette volonté notamment d'isoler à la fois diplomatiquement et puis sur le plan peut-être de la communication et de l'information la Russie, est-ce que ça peut être contre-productif? Est-ce qu'il faut effectivement tenir au-delà du régime lui-même et de venir... C'est sûr qu'on le voit et on l'entend. Aujourd'hui, les Russes, ils sont abreuvés de la propagande unidirectionnelle. Il y a eu juste, on a vu la courageuse journaliste qui est intervenue, mais ça devient de plus en plus difficile pour eux de juste savoir ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'arriver à maintenir des canaux de communication, arriver à ce qu'ils puissent garder un Internet à peu près ouvert, qu'au moins ceux qui veulent puissent aller chercher de l'information, ça me paraît essentiel, quoi, pour eux-mêmes déjà. Et pour savoir ce qui se passe, évidemment, il faut enquêter, notamment à propos de ces bombardements de civils et la façon dont Vladimir Poutine cible les civils ukrainiens. On sait que Joe Biden, cette semaine, l'a qualifié d'ailleurs de criminel de guerre. Et c'est pour ça, Jean-Mathieu d'ailleurs, c'est en vertu de ces éventuels crimes de guerre qu'il y a une enquête qui a été ouverte. C'est tout simplement l'une des plus grandes enquêtes de la justice internationale actuellement. Elle a été lancée le 2 mars dernier par la CPI. Et donc, elle vise à prouver que des crimes de guerre sont perpétrés en ce moment en Ukraine. Ces investigations feront date, puisque jamais un conflit n'avait fait l'objet d'une enquête en fait, aussi rapide. Et la raison, c'est que tout simplement, l'Ukraine collabore en fait, avec la CPI. Donc, c'est beaucoup plus simple d'entendre des témoins afin d'en savoir davantage. Alors, qui dit enquête dit recueil de preuves. C'est essentiel, bien sûr, pour prouver la culpabilité. Et pour cela, on fait appel à des fins limiers qui vont, tout simplement, allumer leur ordinateur. Et oui, c'est ça. Les enquêteurs analysent depuis le début du conflit ces milliers de vidéos qui circulent actuellement sur Internet, documentant véritablement la guerre en Ukraine presque minute par minute. Il s'agit de vérifier leur véracité, tout simplement. De son côté, le gouvernement ukrainien sur place, lui, a ouvert un site Internet à destination de la population avec ce message. Si vous avez été témoin d'un crime de guerre russe contre des civils, enregistrer et envoyer des preuves. Alors, disposer de preuves, c'est une chose, juger les responsables, voilà, c'en est une autre. Et les chances de voir juger un jour le maître du Kremlin sont assez minces. La justice internationale a ses limites, on l'a vu d'ailleurs avec le conflit en Syrie, très documenté aussi comme conflit, et jusqu'à présent, un seul procès, celui d'un colonel syrien condamné à vie pour crime contre l'humanité par un tribunal allemand en janvier dernier. Quand la justice se fait lente, il reste la mémoire. Daniel Atrou, c'est vrai que, est-ce que ces enquêtes sont véritablement utiles quand on sait qu'il y a finalement très peu de dirigeants qui comparaissent et surtout beaucoup qui échappent? Oui, elles sont utiles parce que la justice, c'est aussi de montrer qu'il y a un processus lancé pour les victimes et pour les gens qui restent. Alors, effectivement, il n'y a peut-être pas un jugement, il n'y a peut-être pas Vladimir Poutine derrière les barreaux, mais enfin, le chemin en lui-même déjà est un chemin de réparation pour les victimes. Et c'est vrai que le fait que les communications se fassent en temps réel,
inédit sur un conflit de ce type-là. C'est-à-dire qu'assez vite, un Elon Musk a proposé de mettre à disposition ses satellites pour que Internet ne soit pas coupé sur l'Ukraine, pour que si éventuellement la Russie décidait d'isoler ce pays du reste du monde, eh bien, il restait quand même un moyen de documenter ce qui se passait sur place. C'est une arme redoutable, et c'est une arme redoutable pour la justice, qui certes a son temps, mais à la rigueur, j'ai même envie de dire, imaginons que Vladimir Poutine ne soit jamais traduit. Il y a les soldats, il y a le risque pour eux de savoir qu'ils sont filmés. Il y a les généraux. Ça peut avoir des conséquences dans la chaîne de commandement, on peut imaginer ça, on peut imaginer, tout un pays. La Russie, c'est quoi, 144 millions d'habitants. Sur tout ce qui compose la nomenclatura aujourd'hui, j'imagine assez peu les colonels, les généraux, les soldats renoncer à vie à leur idée de voyager pour rester dans l'unique Russie, pour ne pas risquer de poursuites judiciaires. Donc oui, c'est une arme redoutable, ça permet, ne serait-ce qu'un instant T, qu'il n'aille pas trop loin. Juan José Dorado, donc c'est une arme qui peut être efficace. Elle peut être efficace, c'est bien que le CPI le fasse, ça permettra effectivement pas d'amener Poutine devant le tribunal, mais la nomenclatura pourra être là. Et eux, ils ont déjà la référence par rapport aux oligarques. Donc, ils sont en train de voir que les oligarques russes sont poursuivis, sont dans une liste noire, entre guillemets, et les prochains, c'est eux. Et donc, ça peut effectivement beaucoup aider. Et c'est un rôle aussi pour l'histoire, au-delà de la justice éventuelle, si on réussit à la rendre dans les mois qui viennent, pour l'histoire plus tard de ce conflit et de ses conséquences? Sans aucun doute, parce qu'effectivement, les futurs satrapes, dictateurs, dirigeants autoritaires vont voir que ce n'est pas si facile, effectivement, face au monde. Et pourtant, on a jugé des responsables de la guerre en ex-Yougoslavie, il y a toujours des tyrans. Il y en a toujours, mais le CPI ne va pas trouver la solution à tous les problèmes du monde. Ça, c'est la réalité, mais il faut avancer dans cette et documenter systématiquement ce qui se passe. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus débattre sur ce plateau.